Alors on passe maintenant au système de coordonnées cylindriques. Donc on considère un point M défini par ses coordonnées cylindriques, ρ, θ et z, et soit u ρ, u θ et k, une base orthonormée directe. Alors encore une fois, lorsqu'on vous dit que u ρ, u de θ et k forment une base orthonormée directe, cela veut dire que lorsque je fais u ρ vectoriel u θ est égal à k et u θ vectoriel k est égal u ρ et u ρ vectoriel u θ et k vectoriel u ρ, k vectoriel u ρ n'est autre que u de θ. Donc nous avons cette relation de permutation circulaire, donc lorsque la base est directe, orthonormée, c'est-à-dire que les vecteurs sont orthogonaux entre eux. Donc, dans la partie précédente de l'exercice, on a parlé du système de coordonnées cartésiennes et nous avons dit que dans ce système de coordonnées, on peut repérer un point et on peut atteindre un point à travers ces coordonnées cartésiennes x, y et z, donc en parcourant des distances dans direction perpendiculaire l'une par rapport donc, aux autres. Donc c'est ce qu'on fait donc, pour atteindre le point M dans le système de coordonnées cartésiennes. On parcourt une distance x m suivant i, puis une distance y m suivant j, puis une distance z m suivant k. Mais en fait, ça c'est pas la seule manière pour atteindre et pour repérer le point M dans l'espace. Ce qu'on peut faire encore, donc si je considère le point petit m comme le projeté orthogonal, ou bien le projeté du point M dans le plan OX, Y, je vais appeler cette distance ρ et je vais noter l'angle entre O petit m et l'axe des x comme étant l'angle θ. Donc je peux repérer également le point M par le biais de ces coordonnées. Donc M est repéré à travers ρ, θ et z. Donc si je souhaite atteindre d'une autre manière le point M, étant donné cette distance ρ, je peux commencer à partir de ce point O. Ici, les coordonnées sont 0, 0, 0. Je vais commencer par faire varier la première coordonnée et je maintiens les autres 0. Donc, je passe au point de coordonnées ρ 0, 0, c'est-à-dire que je trouve ici, puisque θ donc, est maintenu 0 et z 0, donc je me trouve ici, donc je vais parcourir la distance donc ρ, je me trouve là, puis je vais dans une seconde étape effectuer une rotation, donc je vais faire varier donc la deuxième variable, donc ρ, θ et z. Donc lorsque j'effectue cette rotation, donc alors je me déplace ici, je suis sur le point petit m, puis je vais parcourir une distance suivant la direction k, une distance z suivant k, donc la troisième étape si vous voulez, donc je vais changer z dernièrement
et j'atteins avec cette manière le point M. Donc je parcours une distance suivant I qui est égale à ρ. J'effectue une rotation, puis je parcours une distance suivant K et j'atteins le point M. Bon, le point quelconque M de coordonnées X, Y et Z, c'est la manière avec laquelle donc on repère un point, ou bien on peut atteindre un point donc, dans le système de coordonnées cylindriques. Alors ici, il nous demande d'écrire le vecteur position du point M donc, en coordonnées cylindriques. Donc ici, je vais reprendre le schéma. Alors, X, Y et Z, I, J, K, ici le point M, cette distance-là c'est ρ, ce petit point-là c'est M. Donc, j'appelle le vecteur, donc ce vecteur-là c'est le URO, qui n'est autre que, donc c'est à une constante près, est égal au vecteur O petit m. Donc URO n'est autre que O petit m sur la norme de O petit m, c'est-à-dire ρ. Donc c'est le vecteur unitaire, ok, de la base cylindrique. Et lorsque donc j'effectue une rotation, c'est-à-dire lorsque je fais varier l'angle θ donc un peu, donc je vais décrire donc un arc de cercle. Donc la tangente à cet arc au point M, donc, qui est perpendiculaire à URO, n'est autre que U de θ. Et le cas, c'est le cas qu'on connaît, c'est le cas du système de coordonnées cartésiennes. Alors ici, je reviens à la question. OM n'est autre que O petit m plus petit m grand T. C'est alors ρ URO plus ZK. Et immédiatement, je peux alors déduire la norme de R qui s'écrit comme la racine de ρ au carré plus Z au carré. En ce qui est maintenant des relations entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées cylindriques, donc je vais essayer d'établir une relation entre ρ, θ et Z et X, Y et Z. Donc je vais commencer par une chose qui est évidente. Z, c'est Z, donc c'est le Z du système de coordonnées cartésiennes, donc la même variable. ρ, c'est cette distance-là. Alors ici, dans ce triangle, qui est rectangle ici, j'ai XM, et ça c'est YM, YM, et ici c'est YM aussi. Dans ce triangle, en utilisant donc le théorème de Pythagore, j'ai ρ au carré égal à y au carré plus x au carré, donc ρ est égal à la racine de x au carré plus y au carré. Je peux facilement également écrire que tangente de θ, c'est l'opposé sur l'adjacent, donc ici alors c'est l'opposé, c'est ça, qui n'est autre que y par x, et
comme je viens de dire, que z s'identifie à z. Voici la relation. En déduire les expressions des vecteurs unitaires, u-ρ, uθ et k, dans la base i, j et k. Alors ici, vous voyez, donc, ça c'est le vecteur u-ρ, ça c'est le vecteur u dθ. Bon, je les schématise ici. Bon, en fait, le u-ρ, c'est en fait là, u-ρ, et le u de θ, donc c'est ça le vecteur, donc u de θ. Alors, ce que vous devez connaître, c'est un vecteur, il reste égal à lui-même lorsqu'il est translaté. Un vecteur, donc, il varie uniquement lorsqu'il change donc, de norme ou bien de direction. Si je le déplace parallèlement à lui-même, donc il va être le même. Okay? Donc, c'est-à-dire que si j'amène u de ρ ici, alors je ne touche rien aux propriétés de u-ρ. Donc c'est le même vecteur, que ce soit je le représente ici ou bien je le représente ici, c'est la même chose. Alors je vais essayer donc de représenter donc la vue de dessus. Donc si j'observe ici, donc j'effectue une vue de dessus. Qu'est-ce que je vais observer? Ce que je vais observer, c'est donc ça c'est l'axe des x, l'axe des y, et ça c'est u-ρ, et ça c'est u de θ. Donc perpendiculaire, donc uθ perpendiculaire à u-ρ. Donc ici c'est l'angle θ. Alors ici également c'est l'angle θ. C'est évident, mais pour ceux qui ne le voient pas, alors initialement, lorsque θ est égal à 0, donc u de ρ, ça c'est u de ρ, et ça c'est uθ. Et puis lorsque je vais effectuer une rotation de l'angle θ, donc u de ρ est écarté donc de l'angle θ de l'axe des x, et également entre uθ et l'axe des y, ça va être le même angle. Donc ici je me déplace u de ρ de telle sorte que j'ai l'angle θ, donc ici entre u-ρ et donc l'axe des x, donc également je vais avoir le même angle θ entre uθ et l'axe des y, ou bien entre entre uθ et j. Alors ici c'est simple, u de ρ, il a une composante positive suivant l'axe des x, donc c'est cosinus θ i, plus une composante aussi positive suivant l'axe des y, ok, suivant j, donc c'est plus sinus θ alors fois j. U de ρ, uθ, est égal à, donc j'ai ici une composante, voici la composante, suivant x, donc c'est une composante négative, ok, donc c'est l'opposé, donc à cet angle-là, donc c'est moins sinus θ i plus cosinus θ j. Alors, je peux remarquer que, en fait, u de ρ, c'est une fonction de θ. U de ρ est une fonction de θ qui est égale à cosinus θ i plus sinus θ fois j, et que
U de θ, c'est U de θ plus C, donc U de θ n'est autre que U de θ est égal à U rho de θ plus pi sur 2. C'est-à-dire, lorsque je substitue θ dans l'expression de U rho par θ plus pi sur 2, je vais trouver donc cosinus de θ plus pi sur 2, qui n'est autre que moins sinus, donc qui est égal à moins sinus de θ, plus sinus de θ plus pi sur 2, alors qui est égal à cosinus de θ. Donc, ça c'est une remarque. Okay. Donc la question suivante, c'est, il nous demande de calculer la dérivée de U rho par rapport à θ et la dérivée de Uθ par rapport à θ. Donc je reprends. Donc ici j'ai alors I puis J, Y, X, U rho et U de θ. Alors la dérivée de U rho par rapport à θ. Donc je peux faire le calcul directement. Donc si je dérive U de rho par rapport à θ, donc je vais trouver moins sinus θi, donc plus cosinus θ j. Si je dérive U de θ par rapport à θ, donc je trouve moins, alors cosinus θ i moins sinus θ j. Donc ici, en fait, est-ce que ceci vous rappelle d'une chose en fait? Ce n'est autre que l'expression de U θ. La dérivée de U rho par rapport à θ, c'est U θ. Et la dérivée de Uθ par rapport à θ, c'est en fait moins U rho. On peut déduire ceci facilement en se rappelant d'une propriété fondamentale que nous avons démontrée à partir de l'exercice numéro 5 de cette série, à savoir, lorsqu'on dérive un vecteur de norme constante, ce qu'on trouve, c'est un autre vecteur qui lui est orthogonal. Donc U rho, c'est un vecteur de base de norme constante, est égal à 1. Lorsque je dérive U rho, je vais trouver un vecteur qui est perpendiculaire à U rho. Donc je vais tomber sur en fait U θ. Mais quelqu'un parmi vous peut poser la question. En fait, alors vous venez de dire que lorsque je dérive un vecteur dont la norme est constante, je trouve un vecteur qui lui est perpendiculaire. Alors ça peut être ce vecteur-là. Okay. Pourquoi donc dire directement que c'est Uθ? En fait, il faut préciser, lorsqu'on dérive un vecteur dont la norme est constante, on trouve un vecteur qui lui est perpendiculaire dans le sens de l'évolution de θ. Et si je vois que θ évolue dans ce sens, donc je vais trouver, lorsque je dérive U rho par rapport à θ, donc je trouve U de θ. Également, lorsque je dérive U de θ par rapport à θ, alors l'évolution est dans ce sens-là,
Donc je vais trouver le vecteur perpendiculaire à u de θ et dans ce sens-là. Et ça va être alors ce vecteur, donc, qui n'est autre que moins u rho. Donc ça, c'est la dérivée de u de θ par rapport à θ. Donc vous pouvez effectuer directement le calcul, ou bien vous pouvez utiliser la propriété fondamentale que nous avons déterminée la dernière fois que nous avons donc établi la dernière fois. Alors, la question F, donner les expressions des vecteurs surface élémentaire engendrés par des déplacements élémentaires du point M. Donc, ici, il ne nous demande pas en fait de calculer le vecteur de déplacement élémentaire, mais je vais le faire quand même. Alors, donc, alors ici, j'ai le point M qui est repéré par le biais des coordonnées cylindriques, à savoir ρ, θ et z. Donc, un déplacement élémentaire, donc c'est-à-dire, on va apporter des petites modifications des coordonnées de notre point. Donc, c'est-à-dire, nous sommes ici dans le point M qui a comme coordonnées ρ, θ et z. On va passer à un point voisin, M', de coordonnées ρ plus dρ. Donc, j'effectue un petit changement au niveau de ce coordonnée-là. Et θ plus dθ, je vais faire varier θ d'une très petite quantité dθ, et je vais faire varier z d'une quantité infinitésimale, donc très petite dz. Bon, alors, ça c'est ce qu'on veut dire donc, lorsqu'on dit déplacement élémentaire. Alors, pour vous, lorsque vous voulez construire le vecteur de déplacement élémentaire géométriquement, ok, vous devez donc voir, lorsque vous effectuez une variation d'une variable, ok, une petite variation d'une variable, quelle est la distance parcourue suivant la direction correspondante. Je vais commencer. Je me trouve ici. La première variable que donc, je vais modifier un peu, je me trouve ici dans le point qui a comme coordonnée ρ. Donc je vais changer donc ρ. Donc je vais me déplacer suivant. Donc je vais changer ρ. Donc ça c'est ρ, ça c'est dρ. Je vais effectuer un petit changement au niveau de la variable ρ. Lorsque j'ai fait ce changement au niveau de la variable ρ, je dois observer quelle est la distance parcourue suivant la direction correspondante. La direction correspondante, c'est celle de uρ. Donc, lorsque je varie ρ de dρ, je parcours la distance dρ suivant donc, le vecteur uρ. Donc, je peux commencer à écrire le vecteur de déplacement élémentaire, dr, ou bien dm, ou bien mm', ou bien dl. Donc, c'est la même chose. Donc, est égal, la première chose, c'est dρ suivant u de ρ. Donc, c'est-à-dire, lorsque j'effectue un changement de ρ de la quantité dρ, donc je vais parcourir une distance dρ suivant donc uρ. Donc ici les mêmes, donc les variations donc que va subir le point M. Donc
je peux les suivre à partir donc, du point petit m aussi. Donc, on va effectuer les mêmes variations sur donc, le projeté. Donc ici c'est ρ, donc, et dρ. Puis la deuxième variable que je vais varier, donc variable الثانية اللي باش نبدلو، donc نحن توا موجودين في بلاصة، donc لهنا عندنا l'angle θ. Donc je نجيو نبدلو θ, on va changer, donc on va effectuer un petit changement. Ok, un petit changement de l'angle θ dθ. Je ندورو بشوي اللي كنا في البوزيسيون هذه اللي فيها l'angle هذه θ، دونك باش نزيدو ندورو شوي دو تيل سورت تولي دونك نوليو في البوزيسيون اللي هي repérée par θ plus dθ. تعرف هذه وحدها donc c'est dθ. Alors notre point M, donc qui était ici, lorsque je vais effectuer donc le deuxième changement de la deuxième variable, je vais décrire un arc, donc ça c'est dθ, donc je vais décrire un arc. Donc quelle est la longueur de cet arc là? Donc je vous rappelle, donc si vous avez donc ici ça c'est R par exemple, lorsque vous le déplacez ici d'un angle alpha, donc on décrit l'arc L de longueur R fois alpha. Donc cette distance parcourue, lorsqu'on fait varier l'angle θ d'une quantité dθ, n'est autre que ρ plus dρ fois d de θ. Ici, j'exagère lorsque je représente. Normalement, on ne va pas observer donc, ces petites variations ou bien ces petits changements donc, infinitésimaux, donc, si vous voulez, mais c'est pour des raisons pédagogiques afin qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe en fait. Donc ici, réellement, je viens de dire, donc qui est paradoxal avec cette représentation, donc dρ est très inférieur normalement à ρ. Du coup, ρ plus dρ, c'est pratiquement ρ. Donc cette quantité, c'est pratiquement ρ fois dθ. Okay? Donc lorsque je fais varier dθ d'une quantité dθ, la distance parcourue, c'est ρ fois dθ. Suivant quelle direction? Suivant la direction de, en fait, u de θ. Donc je parcours, donc j'étais initialement ici, on parcourt une distance dρ suivant uρ, puis lorsqu'on effectue donc le changement de θ d'une quantité dθ, on parcourt la distance ρ fois dθ suivant θ. Donc plus ρ dθ u θ. Et finalement, donc je me trouve maintenant ici, finalement je peux donc me déplacer suivant la direction donc, de k d'une distance dz, c'est-à-dire je vais effectuer un petit changement au niveau de la variable z et je me trouve alors ici. Alors je me trouve ici. Alors, lorsque j'effectue ce changement dz suivant k, donc la distance parcourue c'est dz suivant k, et voici alors votre vecteur de déplacement élémentaire dans ce cas-là. Donc dρ est égal d de ρ u de ρ plus ρ dθ et θ plus dz fois k, que je peux déterminer bien évidemment analytiquement. Donc je vais revenir à cette question-là par la suite, mais on va maintenant alors donner les expressions des vecteurs surface élémentaires engendrés, ou bien des surfaces élémentaires engendrées par les déplacements élémentaires du point. Donc ici, lorsque j'ai effectué ces déplacements élémentaires, je peux construire sur ces déplacements des surfaces élémentaires. Donc je peux continuer à donc le schéma.
Donc ici, voilà. Donc, voilà. Donc voici les différentes surfaces que vous avez. Donc j'ai cette surface, en fait, la surface latérale que je vais hachurer donc, en rouge. C'est la surface latérale. Donc, en fait, si vous voulez, vous voyez ce volume élémentaire cylindrique, ça se ressemble à quoi? En fait, ça se ressemble à un morceau de fromage. Donc, avec une tabajelle, en fait. Cette surface latérale, donc, c'est la surface où on a donc la courbure, donc la surface extérieure du cylindre. Donc, je peux construire donc, le reste du cylindre. Donc, je peux compléter le schéma. Donc, j'ai cette surface-là, c'est une partie de la surface latérale de cylindre. Donc, j'ai également cette surface-là, donc je vais hachurer en noir. Ok, donc je vais hachurer en noir. Donc en fait, si vous voulez, donc c'est la surface de base. Donc c'est une surface de base, donc ça c'est la surface. Et l'autre surface, donc c'est là. Voici donc la troisième surface. Donc j'ai trois types de surfaces. Donc cette surface latérale extérieure, donc c'est une surface donc extérieure là où on a la courbure. Donc et puis une surface de base, la surface de base, et puis donc les surfaces intérieures. Donc alors je peux écrire que cette surface verte, je vais l'appeler ds1 par exemple, donc est égal d-ρ, donc fois dz. La surface extérieure, la surface latérale, dsc, c'est dz fois donc ρ d de θ. Et la surface de base, je vais appeler dsb, est égale, alors la surface de base, donc c'est en fait d-ρ fois ρ d de θ. Donc, cette surface de base là, c'est une partie de la surface de base d'un cylindre, et la surface de base d'un cylindre a la forme donc d'un disque. Donc lorsqu'on souhaite calculer la surface d'un disque, on va utiliser la surface élémentaire DSB. Donc voici les différentes surfaces engendrées, et on peut alors déduire l'expression du volume des taux qui n'est autre que, donc, par exemple, ρ
des ρ des taux, la surface de base, fois le tour qui est des z, fois des z, et à partir duquel on peut déterminer par exemple le volume d'un cylindre de rayon R